J'en ai des frissons, vraiment. Imaginez que notre propre soif de vivre, que le moindre de nos désirs puisse nous consumer physiquement, c'est une sensation d'étouffement viscéral. Que ce soit en livre audio ou en version papier, cette œuvre laisse une cicatrice psychologique indélébile. On parle bien sûr de La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. C'est une plongée vertigineuse dans le combat intérieur ultime de l'être humain. La lutte mortelle entre l'énergie vitale et la volonté de puissance. Le mot qui s'impose pour décrire ça, c'est vraiment inquiétant. Et tout repose sur les épaules d'un seul homme, Raphaël de Valentin. Et on y est jeté sans aucun ménagement, en plein mois d'octobre 1830. La nuit tombe sur Paris, et ce jeune homme ruiné, les poches vides, fixe le noir de la Seine, prêt à y jeter son propre corps. Et c'est là que se noue la contradiction narrative géante. C'est l'histoire d'un homme qui signe un pacte inouï pour obtenir le pouvoir absolu de vivre ses rêves, mais dont chaque victoire exaucée l'assassine à petit feu. C'est complètement fou, n'est-ce pas? La menace ultime est posée directe. À chaque désir formulé, l'espérance de vie rétrécit physiquement. Céder à la moindre envie, et la mort se rapproche d'un pas. Et pour en arriver à ce pacte, il y a ce moment suspendu. Pour repousser l'heure de se jeter à l'eau, pour attendre la nuit noire, il entre un peu par hasard dans la boutique d'un antiquaire. Et l'atmosphère devient instantanément suffocante. Ah bah c'est pas une simple brocante en fait. Balzac décrit cet endroit comme un véritable cimetière des civilisations. Raphaël déambule sur plusieurs étages, et c'est une accumulation vertigineuse. Des momies égyptiennes qui côtoient des porcelaines de Sèvres. Exactement. Des tableaux de la Renaissance posés contre des idoles indiennes, des armures de samouraïs à côté de meubles médiévaux. Le monde entier, son histoire, et au final sa futilité, tout ça, semble réduit à de la poussière. On a l'impression d'étouffer sous le poids des siècles. Et le gardien de ce cimetière est tout aussi glaçant, un petit vieillard extrêmement sec, maigre, flottant dans une immense robe en velours noir qui l'ensevelit presque comme un linceul. Sous la clarté d'une lampe, son visage exsangue semble flotter dans les airs. On a l'impression d'avoir affaire à un spectre ou à un être échappé d'un sarcophage. Et le récit glisse doucement vers le surnaturel, quand ce vieillard lui tend l'objet du malheur. Un morceau de cuir, une peau d'onagre sauvage. Avec ce détail frappant. Des caractères arabes incrustés directement dans la matière de la peau. C'est pas gravé dessus, c'est la fibre même du cuir. Et le vieillard accompagne cet objet d'une leçon glaçante. Une leçon en 3 mots. Vouloir, pouvoir, savoir. Le vouloir, c'est le désir qui nous brûle. Le pouvoir, c'est l'action qui nous détruit. C'est ça, il explique que l'être humain est consumé par ces deux forces. La seule échappatoire, c'est le savoir. L'immobilité des passions pour laisser l'âme en paix. C'est le choix du vieillard pour vivre centenaire. Sauf que le talisman offre l'inverse absolu. Il réunit le vouloir et le pouvoir. Il promet de réaliser toutes les volontés, mais avec un prix gravé dans sa chair. À chaque vouloir, je décroîtrai comme tes jours. Et comment Raphaël réagit face à cet avertissement? Par défi pur. Il est au fond du gouffre, le désespoir a éteint toute prudence. Il s'empare du talisman et réclame, avec arrogance, une vie d'excès. C'est fascinant parce que cette peau, au fond, c'est l'ancêtre du FOMO moderne. La peur de tout rater, l'idée que vouloir tout de suite, finit par consumer notre propre batterie vitale. Le parallèle est tellement juste. Et l'ironie du destin frappe dans la seconde. Raphaël sort de la boutique, fait quelques pas, heurte des amis, et instantanément son premier vœu s'accomplit. Il est entraîné vers un festin monumental, le banquet du riche banquier Taillefer. Une scène d'anthologie, un étalage de luxe qui donne le vertige, un chaos intellectuel. L'ambiance tourne très vite à l'orgie avec des figures emblématiques de la nuit. Notamment ses courtisanes cyniques. Il y a Aquilina, qui porte toujours un ruban rouge autour du cou en mémoire de son amant guillotiné. Elle incarne le nihilisme total. Elle consomme la vie avec une rage destructrice. C'est l'excès à l'état pur. Mais la désillusion du lendemain matin est brutale. Au milieu des corps endormis, un notaire débarque. Raphaël vient d'hériter de plusieurs millions. Le triomphe absolu en apparence. Sauf qu'il a un réflexe instinctif. Il sort la peau de sa poche, la mesure sur une nappe, et la terreur pure l'envahit. La peau a rétréci. Le cauchemar est réel. La mort vient de faire un bond en avant dans son propre corps. Mais tu sais, la question évidente qu'on se pose, c'est pourquoi il la jette pas tout simplement. Ah, c'est le piège implacable de l'histoire. La peau et Raphaël sont liés organiquement. S'en débarrasser, c'est comme essayer de jeter son propre foie.
Qu'elle soit dans sa poche ou jetée à la Seine, chaque désir la fera rétrécir. C'est effroyable. Du coup, on se demande comment un jeune homme si intelligent en est arrivé à ce niveau de désespoir initial. Et c'est là qu'on découvre son passé. Un triangle amoureux toxique. Tout gravite autour d'une figure mondaine périfiante, la comtesse Féodora, surnommée la femme sans cœur. C'est l'influenceuse parisienne par excellence, le symbole d'une haute société vide, superficielle. Elle vit pour l'attention, mais en privé il n'y a personne, incapable d'aimer. Elle prend toute l'énergie, tout l'argent et ne donne strictement rien en retour. Et Raphaël plonge la tête la première. Il développe une obsession maladive pour elle. Il dépense tout son argent pour s'acheter des calèches, faire bonne figure. Il va jusqu'à se cacher derrière les rideaux de la chambre de la comtesse pour l'espionner. Un voyeurisme pathétique. Il perd son homme pour un mirage. Et le contraste est d'autant plus cruel que l'amour pur était juste sous ses yeux, avec Pauline. La fille innocente de sa pauvre logeuse. Elle économisa sur ses propres repas pour lui offrir à manger sans qu'il le sache. Le dévouement total. Mais aveuglé par les salons parisiens, il l'a ignorée. C'est l'essence de son désespoir sur le pont. Sauf que maintenant, avec ses millions et la peau dans la poche, la donne a changé. L'enjeu, c'est de survivre à soi-même. Et la réponse de Raphaël, c'est la paralysie volontaire. Devenu marquis, il se barricade. Il vit comme un fantôme dans son hôtel particulier. Il transfère toute sa volonté à son vieux serviteur, Jonatas. De théâtre pour anticiper ses besoins de loin. C'est une stratégie de l'isolement qui frise la folie. S'enfermer dans une immobilité végétale pour tromper la mort. Mais l'énergie vitale se dompte pas avec des plannings. Un souvenir, une colère passagère, et la peau se contracte. L'échec est total. Alors, terrifié, il appelle la science à la rescousse. Il convoque en urgence les plus grands savants de Paris, des chimistes, des physiciens. Il place son espoir dans la technique pour vaincre cette matière maudite. Et les tentatives sont grandioses et pitoyables en même temps. Le mécanicien Planchette place le cuir sous d'immenses presses hydrauliques. On comprime la peau avec une force capable de broyer l'acier. Et rien, le cuir s'enfonce dans l'acier, rigoureusement intact. Ils essayent la chimie, le plongent dans des bains d'acide d'une violence extrême. Il le jette dans un fourneau chauffé à blanc, la peau ressort intacte. La raison scientifique s'écrase lamentablement contre le mur du destin. C'est une critique féroce de la raison pure. On peut inventer toutes les machines du monde, on ne peut pas étirer le temps qui nous est imparti. Exactement. Et privé de ce recours, son corps s'étiole. Il maigrit, ses yeux se creusent. Et c'est au cœur de cette agonie que survient le coup de grâce. Il recroise Pauline par hasard, et l'image a radicalement changé. Elle est devenue sublime, épanouie, anoblie par la fortune de son père. La torture psychologique ultime. Il a enfin l'idéal qu'il a toujours cherché, un amour réciproque et pur, mais il sait que cet amour est une condamnation à mort. Pour échapper à cette tentation mortelle, mais la force de l'amour balaye la raison, jusqu'à ce suspense insoutenable de la scène finale. Pauline finit par comprendre la malédiction. La vérité lui saute au visage avec une violence inouïe. Elle réalise avec effroi que c'est son propre corps, son propre amour, qui assassine l'homme de sa vie. C'est déchirant. Ils sont séparés par une simple porte. Pauline est enfermée. Transie d'horreur, elle est prête à s'arracher la vie pour effacer l'objet du désir de Raphaël. Elle est convaincue que c'est le seul moyen de faire cesser son vouloir. Et de l'autre côté de la porte, Raphaël, mourant mais ivre d'amour. Il déploie l'énergie folle du désespoir pour briser le bois, sachant pertinemment qu'une dernière étreinte le foudroiera sur place. La contradiction humaine portée à son comble. La volonté de vivre s'écrase contre l'urgence d'aimer. Que se passe-t-il quand l'amour devient littéralement une arme mortelle? L'énergie humaine peut-elle survivre à son propre embrasement absolu? Pour vivre l'instant où cette porte cède enfin, se plonger dans la conclusion de cette œuvre monumentale devient une nécessité absolue. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.